pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Entre ses grands-parents pâtissiers et son père qui adore tester toutes les alliances possibles en sucré, on peut dire que Marion Goettelet a été bercée par la pâtisserie. Alors à 22 ans, elle décide de sauter le pas et d'ouvrir le Café Mirabelle, où elle est libre de créer des desserts qui lui ressemblent. Ce qu'elle aime, la spontanéité, et rendre hommage à sa région de cœur, l'Alsace. Et parce que sa créativité est infinie, vous ne mangerez jamais deux fois, ou presque, le même dessert au Café Mirabelle. Préparez-vous à être surpris et surprises pour le plus grand plaisir de vos papilles. Au menu de cet épisode, comment Marion travaille ses produits au fil de la saison et des saisons. Un légume se travaille de la même manière, que ce soit en salé ou en sucré. Ses meilleurs conseils et alliances de saveurs pour travailler la Mirabelle. Et enfin, comment dresser un dessert assiette pour qu'il soit dégusté comme prévu. Bonne écoute! Bonjour Marion, comment vas-tu? Léa, ça va bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite? J'ai plusieurs desserts préférés, mais je pense que la tarte au Mirabelle, c'est un de mes desserts préférés depuis longtemps. Puis après, il y avait évidemment le gâteau aux noix de ma mamie. Parce qu'en fait, on avait des noyers près de chez nous et on ramassait les noix, on lui ramenait les noix. Et en fait, mes grands-parents, ils étaient pâtissiers tous les deux. Ah oui? Ouais. Et donc, voilà, on lui ramenait les noix et elle nous faisait un gâteau aux noix à tomber par terre, que des fois je refais au Café Mirabelle d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on suit déjà plus le coup. J'en sors déjà, mais pour la petite anecdote, en fait, la première fois où j'ai récupéré sa recette et où je l'ai fait, c'est quand je travaillais chez Heimat. Et justement, c'était pour le premier menu avant l'ouverture du restaurant. Et en fait, je teste sa recette et tout ça, puis j'avais pas de rhum. Je me suis dit, hop, c'est pas grave, je mets pas. Et je goûte. Et j'avais oublié que j'avais pas mis le rhum dans la recette. Et je goûte et je me dis, oh, ça va pas du tout, j'ai foiré la recette, c'est pas du tout le goût du gâteau de ma grand-mère et tout ça. Et puis la fois d'après, je l'ai refait avec du rhum et en fait, ça avait complètement le goût de son gâteau. Et là, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, eux, ils mettaient de l'alcool dans chaque gâteau qu'ils faisaient. Et je me suis dit, oui, d'accord, c'était ça, c'est vrai. Et en fait, tu vois, en faisant ça, j'ai réalisé que, quand ils nous faisaient manger, tu sais, nous, on a beaucoup de bredelen en Alsace. Ouais. Donc, mon grand-père, il faisait les cornets. Tu vois, avec son bâton, il les formait, voilà, il faisait ses petits cornets avec du massepain au fond et avec beaucoup de schnapps dedans et tout. Et en fait, tout ça, ça m'est revenu. Et je me suis dit, putain, mais en fait, il y avait de l'alcool dans tous les trucs qu'on mangeait. Et ça change tout. Et ça change tout, mais parce qu'en fait, l'alcool, c'est aussi un peu un exhausteur de goût. Donc voilà, t'as pas le goût de l'alcool. Ouais. C'est pour ça que je me suis pas tout de suite dit que ce serait important dans le gâteau de mettre le rhum. Oui. Et en fait, ça avait vraiment pas le goût du gâteau de mon enfance quand il y avait pas tous les ingrédients. Hein. Donc voilà. Après, je me suis rattrapée et je n'ai pas fait défaut au gâteau de Mamie Yvette et à sa recette parce que voilà, en fait, quand nos grand-mères elles ont des bonnes recettes, faut les suivre, faut pas chercher midi à 14h. Faut rester dans la recette ouais. sans innover. En plus, du coup, toi, t'as eu l'occasion de manger des super desserts quand t'étais petite, quoi. Ouais, franchement, elle faisait des super desserts. On faisait pas beaucoup de... Enfin, elle nous faisait toujours un peu la même chose. Après, elle nous faisait un dessert qui s'appelait le Negerhemd en alsacien. Et c'était un gâteau au chocolat avec de la chantilly qui était très peu montée, qui était fouettée à la main, très peu montée. Et c'était un gâteau au chocolat avec beaucoup de poudre d'amande dedans et tout. Ça, c'était vraiment... Ça, c'est quand même un grand souvenir parce que ça, pour le coup, mon père, il m'en avait parlé de ce gâteau. Et
Et je lui ai dit que je voulais absolument goûter. Et du coup, il a appelé ma grand-mère et ils nous ont invités à déjeuner ce jour-là exprès pour le gâteau. Et tu sais, donc on est arrivé, on a pris l'apéro, on a mangé une entrée, on a mangé un plat. Et donc en fait, il s'est déroulé des heures avant qu'on arrive au point final pour lequel on était venu à la base, qui était le gâteau. Et franchement, c'était terrible. Et ça, voilà, ça c'est des souvenirs parce que mon père, il aimait bien faire des gâteaux à la maison, mais il faisait tout le temps des trucs différents. Ouais. Tu vois, il peut pas te faire un truc classique. Mon père, il est obligé de partir sur des saveurs improbables et revisiter tout ce qu'il peut revisiter. Donc, tu vois, si tu veux, dans mon cercle proche de mes parents, j'avais pas de gâteau d'enfance. Mais par contre, mes grands-parents, oui. Mais du coup, t'as quand même ce truc de apprendre directement à tester plein de choses, plein d'ingrédients différents. Ouais. Ça, c'est clair que j'avais tout de suite... non, mais je te dis, mon père, là, pendant les galettes, il m'a appelé. Il me dit, oui, j'ai fait une galette, j'ai mis du miel, des pignons de pâte, du machin, du truc. Je dis, oui, papa, des poires. Ok. C'était bon. Oui, délicieux. Oui, bah d'accord. Bah, est-ce que tu le fais aujourd'hui un petit peu, toi, de tester plein de choses comme ça, comme tu as eu un peu ce modèle de teste. Moi, je suis vraiment... En fait, je suis tout de suite allée vers la pâtisserie parce que j'ai tout de suite eu ce truc de me dire que la pâtisserie, c'était de la pure gourmandise par rapport à la cuisine dans un restaurant. Donc ça m'a tout de suite attirée dès le début, dès que j'ai commencé. Mais par contre, j'ai toujours eu ce côté cuisinier en moi, où tu réassaisonnes, où tu rechanges, où tu rajoutes des herbes, où tu cales pas forcément pile poil à la recette. Et d'où le fait que j'avais oublié le rhum sur le gâteau de mamie. Enfin, oublié, passer outre, tu vois. Parce que vraiment, j'ai toujours été sur ce truc de... J'enlève un peu de sucre dans la recette, je rajoute un peu de ça, j'essaye avec ceci. Donc ouais. Ça, c'est depuis toujours... C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi ? Si c'est moi qui le mange, c'est un très bon sorbet avec des fruits. Tu vois, pour moi, c'est... Là, je suis un peu en souffrance parce qu'on est fin mars, j'en peux plus des pommes et des agrumes. Vraiment. Mais vrai. Tu vois, pour moi, c'est une belle pavlova l'été avec du sorbet, tu vois, et un peu de meringue, un peu de crème et beaucoup de fruits avec, tu vois, je sais pas, par exemple, des fraises et des herbes, des abricots, de la rhubarbe, ce que tu veux, mais un truc très frais. Ça, pour moi, pour finir le repas, j'adore. C'est vrai que c'est... Je trouve que t'as vraiment ce truc dans la saisonnalité où quand t'arrives à la fin de l'hiver, manger toujours la même chose. C'est comme les courges, en côté salé. C'est comme les courges. Là, on a démarré les petits pois cette semaine, quel bonheur. Franchement, mais quel bonheur, quoi. Non, franchement, je suis au bord, mais bon. Bientôt, aujourd'hui j'ai appelé, on travaille avec un fournisseur de produits de fruits et légumes qui travaille en bio et en raisonné et majoritairement avec des produits français, et donc je l'ai appelé aujourd'hui pour lui dire vous avez une petite idée de l'arrivée de la rhubarbe? Ils m'ont dit dans 2 semaines. J'étais là, allez Marion, encore 2 semaines. Et après, pour le coup, une fois que tu reçois les produits, donc là par exemple la rhubarbe dans 2 semaines, combien de temps il te faut pour mettre en place genre un dessert à la rhubarbe, et quand est-ce que tu vas le sortir à la carte? Tu vois, est-ce que tu te dis il te faut 2 semaines supplémentaires? Alors moi je fais pas du tout d'essai. C'est pas trop mon truc. Je trouve qu'on a pas trop le temps aussi. Donc déjà je fais des trucs. Nous en Alsace on a la tarte à la rhubarbe, c'est quand même un délice. Donc déjà j'ai fait ça, je n'ai pas besoin de faire des essais, je sais que c'est trop bon. Et après... tu sais, moi je trouve qu'à partir du moment, enfin, tu connais le produit, alors évidemment, il arrive, c'est le début de la saison, tu le goûtes cru pour voir quelle sucrosité il a, surtout que la rhubarbe c'est quand même quelque chose de très acide et tout ça, machin. Mais donc tu t'adaptes en fait au moment de la saison de ton fruit. Mais tu connais le goût de ton fruit, donc tu sais déjà l'adapter dans une recette. Et tu vois, nous on fait chaque année des nouvelles recettes, mais là, enfin voilà, là tout à l'heure on était en train de parler de faire une tartelette à la rhubarbe et aux touronnes. Tu vois, tu connais en fait les goûts de ton produit, donc enfin t'as pas spécialement besoin de faire des essais. Après des fois c'est pas une franche réussite, du coup tu changes le truc, mais c'est pas grave. Oui, mais du coup en gros tu vas recevoir la rhubarbe dans 2 semaines, dans 2 semaines c'est à la carte aussi. Moi j'ai aucune patience, ça va être à la carte le jour même, c'est sûr. Enfin la tarte ça sera à la carte le lendemain parce qu'il faut le temps que la rhubarbe elle dégorge pendant la nuit, mais c'est tout quoi. Sinon ça sera direct, hein. Et puis les gens ils vont en bouffer de la rhubarbe, je peux te dire.
Jusqu'à ce qu'il y ait de la fraise. Ouais, exactement. Bah oui, bien sûr, ça va être complètement comme ça. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Je me souviens que je travaillais au Sofitel. Enfin, j'imagine que ça devait être la première création, en tout cas professionnelle, on va dire. Oui. J'étais au Sofitel et en fait, j'avais un chef pâtissier qui est parti très tôt quand je venais d'arriver parce qu'il a eu des enfants et qu'il est parti. Et du coup, en fait, il y avait un mec qui devait être embauché pour le remplacer. Et j'avais travaillé 2 jours avec lui, je trouvais que c'était un enfer. Et du coup, j'ai des combats qui m'ont dit propose ta carte de dessert, comme ça, peut-être que tu pourras passer chef pâtissière et faire un peu ce que tu veux. Et du coup, je l'ai proposé. Et du coup, dans les premiers desserts, c'était en hiver. Donc il y avait un dessert avec un biscuit pain de gêne aux épices à pain d'épices et un crémeux au vin chaud avec un sorbet à l'orange. Ça, c'était un des premiers desserts. Et avec, en même temps, à la même carte, il y avait un streusel à la noisette avec de la pomme, du gingembre et du fromage blanc, un truc un peu frais. Voilà. C'était bien, ça cassait pas 3 pattes à un canard, je pense, mais pour démarrer, c'était pas mal. Et ta toute dernière création, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire la dernière création? Parce que nous, tu sais, on change tout le temps. C'est la tartelette qu'on a mis ce week-end au menu. En fait, on a fait une recette de meringue italienne, on en avait trop. Du coup, ça part toujours un peu comme ça. Du coup, j'ai une super pâte d'arachide au sel de Guérande. Donc, on a mis de la pâte d'arachide au sel de Guérande dedans avec des petites cacahuètes caramélisées. Et ça, on a mis au fond d'une tartelette. Et au-dessus, on a fait une mousse fromage blanc citron vert. Avec au-dessus, pour finir, une petite gelée d'herbes et citron vert, tu vois, d'herbes fraîches, un peu pour bien rafraîchir le tout. Ça, c'est la dernière création, si on peut appeler ça une création, parce que ça se trouve, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait avant. Donc, c'est jamais ça. Donc, on va dire la dernière nouveauté du Café Mirabelle, c'est ça. Et c'est ça, j'aime bien parce que c'est assez gourmand, la meringue au fond. Très moelleuse, tu vois, avec les cacahuètes, et au-dessus c'est très frais avec la menthe, l'estragon, le citron vert, tu vois, c'est un peu en lien tout le frais du citron, du fromage blanc et tout ça, mais je trouve que ça marche pas mal pour le coup. Merci. C'est quoi pour toi la pâtisserie? Ça représente quoi? Écoute, ça représente de la gourmandise, ça représente vraiment, en fait, tu vois, je trouve que t'as toujours besoin de te nourrir, et le dessert, c'est pas un besoin, quoi. Ouais. Donc c'est que du plaisir, en fait. C'est ça qui est beau, je trouve, dans la pâtisserie. C'est ça qui est super beau, parce que tu sais, les gens, quand ils viennent manger le midi, tu te dis, à la base, ils viennent pour se restaurer, parce que voilà, ils doivent manger. Mais en fait, le dessert, c'est la touche de plaisir. Et nous, en fait, on les force un peu, en fait, si tu veux, parce qu'on a juste un menu plat dessert. Donc en fait, les gens ils sont obligés de finir par un dessert. Donc évidemment, on a des trucs très frais, très légers pour finir, pour les gens qui aiment pas trop le sucré et tout ça. Mais de toute façon, nous, je trouve que nos desserts, ils sont pas très sucrés à la base. Ouais. Et donc ça pose aucun problème aux clients de faire plat dessert le midi. Et voilà, et ils repartent avec une petite touche de plaisir et de sucré avant de retourner au boulot. Moi, je trouve ça quand même plutôt sympa. Je suis d'accord. Moi, j'ai du mal à finir un repas sans touche sucrée. Ouais, moi aussi. Moi aussi, franchement. Et est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque l'ouverture du Café Mirabelle? Écoute, c'est la rhubarbe, parce qu'on avait ouvert le 27 avril. Donc, pleine saison de la rhubarbe. Et donc, la première tarte, c'était la tarte à la rhubarbe meringuée. Donc ça m'évoque vraiment l'ouverture du Café Mirabelle. C'était vraiment la rhubarbe. Et la semaine de l'ouverture, on avait fait un dessert aux asperges aussi, avec des asperges blanches d'Alsace, mais confites. Cuites un peu lentement, confites, avec un sorbet aux agrumes et tout ça. Donc voilà, ça me rappelle bien l'ouverture. Et après, il y a aussi quelque chose qui m'évoque le Café Mirabelle, parce que pour le coup, nous, on refait jamais trop les mêmes desserts et tout ça. Ouais. Parce que je trouve que sinon t'évolues pas, tu vois. Puis voilà, en grandissant, en rencontrant des nouvelles personnes dans les équipes, parce que t'accueilles des nouvelles personnes qui viennent d'autres horizons, qui te parlent de leurs produits, de chez eux et tout ça, t'as eu en constante évolution. Ouais. Et si tu refais si tu refais chaque année les mêmes desserts, t'évolues pas, quoi. Donc nous, en général, on change tout le temps, mais il y a un dessert qu'on garde chaque été, c'est une aubergine confite.
et qu'on fait en fait cuire un peu au four, et après on la cuit dans une poêle avec de l'huile d'olive et du sucre. Okay. Donc en fait elle frit un peu en même temps qu'elle caramélise. Et on sert ça avec une glace à la vanille, du crumble et de la framboise écrasée pour avoir un peu de peps et un peu de menthe. Et ça m'évoque aussi beaucoup le café Mirabelle, parce que c'est vraiment pour le coup... Ouais, le dessert emblématique. Ouais, un petit peu, ouais. Mais du coup tu travailles énormément les légumes dans tes desserts. Ouais, après, tu vois, là, je disais aux filles, comme dit, on a commencé le petit pois, donc on va certainement faire un dessert avec du petit pois. Après, c'est pas un gros risque, hein, honnêtement. Le petit pois, c'est quand même une saveur un peu sucrée, c'est facile à travailler en dessert. Tu sais, c'est comme le maïs, c'est comme les trucs comme ça, c'est comme la carotte, c'est comme la courge. Ça se travaille bien en dessert, tu vois, c'est pas... Oui, mais ça peut surprendre au départ, tu vas te dire, il y a un dessert à l'asperge, quoi. Ouais, oui, l'asperge, c'est moins évident pour le coup. Mais même l'aubergine, tu vois, j'imagine quand t'as ouvert, déjà, il faut se constituer une clientèle, etc. Et se dire, tiens, il y a un dessert à l'aubergine, c'est pas partout, quand même. En fait, si tu veux, pour te donner la vraie histoire, je l'ai refait. Parce que comme je te disais, je fais pas chaque année. Et je l'ai refait parce que la deuxième année d'ouverture, j'ai des clients qui sont venus et qui m'ont demandé ce dessert. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je le remets à la carte. Alors moi aussi, je l'aimais bien. Et du coup, c'est devenu un truc que je garde chaque année, que je refais chaque année. Aussi parce que, comme dit, on a des apprentis, des stagiaires. Eux, ils sont contents de voir... Tu vois, c'est sympa, une aubergine travailler comme ça à la minute. Ouais, c'est clair. C'est un truc que tu ne retrouves pas forcément partout, donc je trouve que c'est sympa à leur montrer comme technique aussi pour le coup de travail, quoi. Ouais, donc c'est ça. Mais c'est pour ça, c'est ce que je te dis, je trouve que c'est des desserts qui sont moins... que tu trouves pas du tout partout, quoi. Je veux dire, il faut aller au Café Mirabelle quand même pour avoir une aubergine... Ouais, voilà. Ouais. Et après, derrière ça, tu vois, ce midi, au menu, on avait des profiteroles. Alors après, c'était avec de la glace à la vanille et de la glace au brownie, donc c'est un peu différent, et une sauce au gianduja, donc c'est pas les profiteroles super classiques, mais en soi ça reste dans les marqueurs de la vanille et du chocolat. Et j'aime bien aussi les trucs un peu classiques, tu vois. En fait, si tu veux, moi il y a un truc que je déteste, c'est comment dire, étonner pour étonner, mais qu'il n'y ait pas de gourmandise derrière. Et je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, tu vois. Tu finis un repas et t'es là, tu goûtes et tu dis c'est intéressant, mais t'as pas pris de plaisir à le manger, c'est naze. T'as perdu toute la définition de ce que c'est un dessert. Franchement, pour moi, tu vois, genre des fois t'as des trucs qui sont comme ça. Il faut un marqueur de gourmandise, tu vois. Si par exemple on fait du petit pois, on va faire une madeleine avec, on va faire, je sais pas, une brioche, un truc qui est genre ultra gourmand pour rappeler le côté dessert, quoi, parce que les gens ils veulent pas une entrée, ils veulent un dessert, donc oui, c'est clair. Du coup, justement, quand est-ce que t'as commencé à travailler les légumes plutôt côté sucré, et comment est-ce que t'as un peu appréhendé la chose? Je pense que j'ai commencé au Sofitel avec la tomate. Donc tu vois, j'ai pas pris beaucoup de risques. Mais on avait fait un truc à la tomate, framboise, avec un sorbet mascarpone, voilà. Et après... Mais ça se travaille... Quand tu goûtes le produit, tu connais le produit. Si tu sais le travailler en salé, tu peux le travailler en sucré. Ça s'adapte assez facilement. Tu vois, là, par exemple, l'aubergine, c'est venu de... En fait, une fois, j'avais mangé avec mon père dans un resto une échine de porc avec une aubergine confite, salée. Ouais. Mais c'est trop bon, tu vois, bien moelleux, bien de l'huile d'olive et tout, ultra généreux, bien grillé sur les côtés et tout ça. Donc ça développait un peu l'amertume de l'aubergine et tout. C'était hyper bon. Et du coup, tu vois, tu te dis, si ça marche bien en salé, ça peut aussi bien fonctionner en sucré. Après, ça se tente. Après, des fois, t'as des loupés, tu vois, mais... si tu loupes, tu refais pas, et puis voilà, quoi. Est-ce que t'as déjà eu un loupé de quelque chose que t'as vraiment jamais refait? J'ai certainement eu des loupés, là, ça me vient pas comme ça naturellement, parce que je pense je préfère les enfuir loin au fond. Les oublier. Mais t'as forcément des loupés, puis t'as des saveurs qui sont plus... Tu vois, par exemple, moi, je suis pas très safran. Le safran, ça se travaille pas mal en dessert, mais c'est touchy, tu vois, je trouve. Franchement, c'est pas évident. Des fois, ça prend le dessus, t'as l'impression de... puis je pense qu'il faut bien aimer cette saveur. Il faut bien aimer cette saveur et tout ça. Donc voilà, t'as des trucs qui marchent. Pour le coup, je me rappelle d'un resto dont je tairai le nom, où j'avais mangé
il y a très longtemps, une asperge trempée dans du chocolat, c'était pas bon, quoi. C'était loupé, foiré. Bon, tu vois, voilà, des fois, t'as des idées, bah, dans ta tête, ça marche, au final, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, quoi, tu vois. Oui, c'est comme ça qu'on progresse. Ouais, voilà. Et après, moi, je te dis, c'était foiré pour moi. Si ça se trouve, il y a des gens qui ont trouvé ça génial et qui ont adoré, tu vois. Bon, voilà, des fois, t'as des trucs, ça marche. Et donc, moi, j'ai certainement fait... Ah oui, je me rappelle, chez Imad, j'avais fait un dessert avec de la menthe poivrée et de la cacahuète, ou je sais plus. Chocolat, cacahuète et menthe poivrée, peut-être. Non, pas chocolat, je sais plus. En tout cas, je me rappelle qu'il y avait des clients qui avaient détesté. Ouais. Qui avaient dit que c'était complètement foiré. Bon, ben, du coup, j'avais trop les boules. Je l'ai enlevé, je l'ai plus jamais refait, tu vois. Bon, bah, des fois, enfin, voilà, tu te plantes, c'est pas grave. Oui. Hein. Après, si tu fais chocolat noisette toute ta vie, tu te planteras jamais. Hein. Bon, tu vois, c'est bien d'essayer aussi. Oui, mais après, voilà, comme dit, faut pas partir sur des trucs pour être intéressant et pour te dire, oh, vous avez vu, j'ai eu une super idée. Ouais, mais bon, si derrière j'ai pas pris de plaisir à le manger, tu vois. Oui, c'est vraiment au fil des envies, toi, ce qui t'inspire, là tout de suite, ce que t'as goûté, qui t'a. Ouais. Pourquoi le café Mirabelle ? Pourquoi t'as choisi ce nom ? En hommage un peu à la tarte à la Mirabelle, quoi. Et puis surtout à la tarte flambée à la Mirabelle, qui est quand même mon dessert préféré de tous les temps. Parce qu'on parlait de l'enfance, parce que l'enfance c'était plus la tarte à la Mirabelle, mais mon dessert en tant que personne, en tant que moi-même, préféré au monde, c'est la tarte flambée à la Mirabelle qu'on mange au resto de chez mes parents, quoi. Ça c'est d'une simplicité et en fait, tout est réuni. C'est très croustillant avec la pâte. T'as un peu de crème. Et puis t'as les fruits, t'as la Mirabelle dessus, qui a cuit à 450 degrés en 1 minute 30. Ouais. Donc elle a ultra caramélisé par son sucre naturel et un peu de sucre qu'on rajoute pour la triche, parce qu'il faut que ça caramélise un petit peu. Et dedans, elle est genre ultra moelleuse, c'est pas une compote, tu vois, elle se tient. Oh putain, t'as toutes les saveurs concentrées comme ça, non mais ça a pleuré, hein, franchement. C'est chaud. Moi j'adore, tu vois, les desserts chauds aussi. Ouais. Tu vois ça trop bon, les brioches perdues, les choses comme ça. C'est trop bon, quoi. Est-ce que t'as un conseil pour bien travailler la Mirabelle ? C'est un produit de base quand on le choisit bien, quand il est à maturité, qui est assez sucré. Et qui est compliqué, non, à travailler un petit peu. Non, tu le fais cru, chaud. Tu le fais en compote, chaud, poêlé comme ça, flambé, c'est un délice. Mais après, quand tu le sers flambé, tu le sers avec un petit sorbet au yaourt, oui. Tu mets des petites feuilles de basilic, tu peux faire une petite infusion de verveine, tu rajoutes des trucs frais parce que comme ça sublime vraiment le fruit, je trouve, avec des produits lactiques, genre le yaourt, le fromage blanc, les choses comme ça, ou avec des herbes fraîches. Pas spécialement la menthe, vraiment, moi je pars plus sur du romarin, sur de la verveine, sur des herbes estivales comme ça, le basilic avec la Mirabelle, c'est à tomber, ouais. C'est un peu, en fait, la Mirabelle en soi, ça se rapproche un peu sur les saveurs, tu sais, d'un abricot bien mûr. Oui. Donc tout ce qui se marie bien avec l'abricot se marie bien avec la Mirabelle en général. Je trouve que ça marche mieux pour le coup avec des herbes fraîches qu'avec des épices. Même si avec la vanille ça marche très bien, mais tu vois, la vanille c'est rond, la Mirabelle c'est rond. On peut y mettre un peu plus de peps, quoi. Oui, c'est clair, changer un petit peu. Ouais. Basilic, et après, ça surprend plus. Ouais. Et après, tout ce qui est un peu beurré, feuilleté comme ça marche super bien avec. L'amande, ça marche bien avec si on prend une amande un peu amère et tout. Oui, c'est vrai que l'amande, ça va bien avec. Quand est-ce que tu considères que tu peux mettre un dessert à la carte ? Donc en fait, toi, parce que tu disais que tu le fais directement, tu le fais et tu le sors le soir même, est-ce que tu le fais quand même directement en quantité pour toute la journée, ou est-ce que tu fais quand même un petit test en amont ? Non, tu sais, nous, on change les desserts, si tu veux, on change les desserts 2 fois par semaine, parce que les desserts du menu de la semaine, c'est pas les mêmes que les desserts du brunch. Okay. Donc en fait, on a les pâtisseries en vitrine qui restent un peu plus longtemps, qui changent vraiment au fur et à mesure des saisons, mais qui restent... 1 mois ou 2, même 2 mois des fois quand on les aime bien, quand ça nous plaît vachement et tout ça, on le garde pendant 2 mois. Sinon en général ça reste à peu près 1 mois.
Mais par contre, les desserts à l'assiette, qu'on dresse à l'assiette, vraiment ça change toutes les semaines et tous les week-ends. Donc, en gros, si tu veux, on a aussi des fois des stagiaires qui mettent des desserts au menu, les apprentis, tout ça, pour que ça fasse un peu bouger, évoluer. Donc, on en parle un peu tous ensemble des desserts, mais c'est aussi un espace de test, quoi, et de créativité. Ouais. Où chaque semaine, tu fais un peu ce que tu veux. Ouais, voilà. Et puis des fois, t'as des trucs un peu poussés qu'on n'a jamais travaillé, ou des fois, honnêtement, ça me stresse un peu parce que je me dis, putain, ce week-end, on fait un dessert qu'on n'a jamais fait. J'espère qu'il va bien sortir et que ça va fonctionner. Enfin, sur des techniques qu'on n'a jamais essayées avant, tu vois. Et puis des fois, c'est des trucs qu'on connaît un peu plus, donc on est un peu plus rassuré, on sait que ça marche. Voilà. Et après, comme dit, on se fait plaisir, mais ça nous permet d'évoluer aussi parce que tu te rends compte de ce qui marche très bien, de ce qui marche un peu moins bien. Il y a des choses que des fois on fait plus pendant des années, qu'après on refait parce qu'on se dit punaise, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait ce dessert. Voilà, donc moi j'ai pas. Après, c'est quand même difficile de faire un gros loupé, tu vois. Je trouve. Si tu utilises des bons ingrédients, que tu sais si tu utilises des bons ingrédients, tu sais les travailler, tu les goûtes tout le temps. Parce que comme dit, l'abricot de fin juin et l'abricot de septembre, il a pas du tout le même goût, donc quand même faut s'adapter. Mais c'est super important. Et c'est vraiment un truc, je trouve, un peu de pâtissier de restauration. Enfin, je veux pas faire des généralités et machin, mais t'as quand même une manière de travailler en boutique qui est pas toujours la même, et justement moi je trouve qu'il manque un peu ça. Des fois t'as je sais pas, la même tarte pendant 3 mois à la carte parce que c'est la saison des fraises, mais franchement les fraises au mois de mai et au mois de juillet elles ont pas le même goût, donc moi je trouve que tu peux pas les travailler de la même manière, donc ça c'est un peu dommage. Et puis voilà, moi les fraises sur les 2 premières semaines, je les sucre à chaque fois un petit peu, tu vois, parce que elles ont pas pris le soleil qu'elles prennent en plein mois de juin, donc voilà, début mai, quand t'as les fraises début, moi j'aime bien les commencer un peu plus tard, je les commence jamais mi-avril, tu vois, j'attends toujours début mai un peu pour les commencer, je laisse passer les premières, parce que souvent on est en France, on adore la fraise, donc souvent on la récolte un peu limite prématurée parce qu'il y a de la demande en fait. Moi j'aime bien attendre un peu qu'il y ait ça qui va passer pour avoir les fraises qui vont déjà vraiment pour le coup pris un peu de soleil et tout, mais franchement début mai il faut toujours les sucrer un petit peu, donc voilà, à partir du moment où dans ta conception des desserts tu suis un peu des règles, c'est-à-dire que tu cherches à avoir du croquant, à avoir du moelleux, à avoir du crémeux, plusieurs textures différentes, un minimum de, on va dire 3 textures, parce qu'en fait les différentes textures, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qui va donner la longueur en bouche dans le dessert. C'est ce qui va faire que le dessert, quand on le met en bouche, il va durer un peu plus longtemps. C'est parce que les textures, elles vont s'alterner. Enfin, il va y avoir une chronologie dans les textures qui fait que ça va faire durer un peu le dessert. Donc à partir du moment où tu fais pas un dessert qui a toutes les mêmes textures, où tu fais un dessert avec des saveurs différentes, où tu vas chercher à avoir toujours un exhausteur de goût. Donc ça peut être de la fleur de sel, ça peut être une épice, ça peut être une herbe fraîche, ça peut être un agrume bien acide, ça peut être un alcool, ça peut être plein de choses. À partir du moment où tu gardes vraiment cette idée de ramener de la fraîcheur, ou en tout cas un exhausteur de goût et ramener du peps avec un ingrédient, où tu vas avoir vraiment ton ingrédient de base aussi, qui va être, où ton dessert il est fondé sur une base que tu choisis, tu vois, qui peut être un fruit, qui peut être un élément comme une brioche, comme je sais pas, un brownie par exemple, ou qui peut être une idée de saveurs, par exemple des saveurs orientales par exemple, tu vois. À partir du moment où tu construis comme ça et où tu cherches un équilibre de saveurs, où tu pars pas sur trop de saveurs et t'en as pas trop peu, tu as ton idée de l'équilibre et des textures, tu peux difficilement bien te foirer, tu vois. Oui, vraiment. Ouais. Ah, c'est clair. Mais j'aime bien cette philosophie, et c'est vrai que je trouve que, tu vois, c'est quand même pas si présent
je trouve, par rapport à tous les gens avec qui j'ai pu discuter, tous les pâtissiers avec qui j'ai pu discuter. Je trouve que souvent, tu as quand même beaucoup plus, tu vois, cette culture du test et de mettre au point en améliorant toujours, en se disant qu'un dessert est jamais terminé parce qu'on peut toujours l'améliorer, etc. Et j'aime bien aussi, tu vois, voir un peu ton côté qui est plus de toute façon, j'adapte un petit peu mes critères. S'ils sont là, le dessert sera forcément un bon, et puis on voit en live si ça plaît, etc. quoi. Oui, c'est vrai que nous, on a une approche assez spontanée, tu vois. Après, tu vois, des fois, on va faire... je sais pas, la dernière fois, j'avais mangé dans un resto des bagues rires. Je me suis dit, punaise, mais c'est trop bon. On les a fait une fois, c'était bien, mais la fois d'après, on les a refait. Tu vois, on les a refait 2 mois après, avec... en connaissant un peu mieux la technique et du coup en améliorant un petit peu la technique, en mettant vraiment, on s'est rendu compte que ça marchait vraiment bien avec les agrumes et avec un sorbet, on avait fait un sorbet au romarin, donc avec un sorbet au romarin, et on met un liant avec le miel, etc. Et tu vois, et en fait on a repris un peu le même dessert qu'on avait fait il y a 2 mois et qu'on avait trouvé pas super abouti, en rajoutant 2-3 éléments qui aboutissaient un peu plus le dessert. Et parce que je suis pas du tout en train de dire que quand on sort le dessert en one shot, il est parfait et on le bouge plus, tu vois. Mais en fait, tu vois, moi je trouve que il faut pas non plus trop intellectualiser les choses. Un dessert, quand on mange un dessert, c'est aussi le moment qui va autour. C'est comment il est servi, c'est comment comment te dire, c'est tout un accompagnement. C'est dans quelles conditions on est pour manger le dessert. C'est si on passe un super moment, tu vois, tu peux manger 2 desserts exactement identiques à 2 moments différents de ta vie, et une fois le trouver délicieux. Moi, je sais pas, le pire dîner de ma vie, c'est un dîner où je me suis embrouillée avec mon mec. Ça n'avait rien à voir avec ce que je mangeais. Tu vois, mais du coup, ça a forcément une répercussion. Voilà, ça a forcément une répercussion. Donc, il faut savoir comment tu l'amènes. En fait, je trouve qu'il y a aussi l'amour que tu mets à le dresser, mais à le servir dans le sens... tu vois, moi, il y a un truc que je supporte pas, c'est quand tu manges un dessert et les fruits, ils sortent du frigo et ils sont genre froids, quoi. Franchement, t'as pas les... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est impressionnant. Et moi, ça, je le répète tout le temps à l'équipe. On sort les fruits avant le service pour qu'ils reprennent température et qu'ils aient la palette de saveurs. Punaise, on s'embête à chercher des super fruits, des super produits et tout. Il faut les laisser se développer aussi correctement. Donc, tu sors pas un truc et tu manges le fruit froid dans l'assiette. Enfer. Franchement... c'est horrible, alors que quand tu le manges à température, tu as vraiment toutes les saveurs qui sont au max de leurs possibilités. Tu vois, donc il y a tout ça en fait. Je trouve qu'un dessert, c'est pas seulement la technique, comment tu l'as réalisé, voilà, combien de grammes t'as mis de ceci, de cela. C'est aussi un peu l'amour que tu as mis. Est-ce que tu as rajouté une petite cuillère de jus quand t'as mis tes agrumes, ou est-ce que tu as juste posé ça C'est pour ça que nous, je peux pas dire qu'on n'accorde pas d'importance à l'esthétisme parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on accorde beaucoup de plus d'importance au goût. Et moi, je m'imagine toujours le manger, le dessert. Et en fait, tu vois, par exemple, sur les dressages de dessert, je fais toujours en sorte qu'il y ait un peu tous les éléments partout pour que les gens, quand ils prennent une cuillère, ils sont un peu obligés d'avoir tous les éléments et du coup d'avoir la saveur que je veux qu'ils aient, et en fait de l'avoir comme je veux. Donc des fois, tu vois, ça serait plus joli de mettre un élément un peu de côté et tout ça, mais je le fais pas forcément parce que sinon les gens vont pas déguster comme je voudrais qu'ils le dégustent, et du coup ça fonctionne plus. Et ça, juste, tu vois, sur des desserts à l'assiette, comment tu fais ? Parce que généralement, les desserts à l'assiette, t'as quand même plusieurs éléments un petit peu dans ton assiette. Donc comment tu fais pour t'assurer que les gens vont bien manger tout à la fois ? Alors soit j'ai un élément qui est assez gros, et du coup je vais dresser, ça va être vraiment l'élément central de mon assiette, et je vais dresser toutes les petites choses autour, mais avec parcimonie, pour que, encore une fois, t'aies pas, par exemple, que t'aies pas un gros point de crémeux
à un endroit et t'en es plus ailleurs, tu vois, t'en as plusieurs points partout pour que ça te fasse... Ton dessert, il va faire, on va dire, 6 cuillères. Donc, il faut que tu aies un peu de tout partout, tu vois. Guider, en fait, de manière inconsciente, le client sur la bonne dégustation. Donc, je pense que le dressage que j'ai toujours en tête, il est guidé un peu par ça, en fait. Tu vois. Et moi, vraiment, si j'ai un dessert qui est un peu moins joli, mais... tu vois, par exemple, je vais pas, par exemple, rajouter de la crème pour avoir un truc plus joli, mais du coup, il y aura trop de crème. Tu vois, c'est vraiment la dégustation en priorité. Et du coup, je pense au goût en priorité. Après, des fois, tu vois, la dernière fois, on avait une pavlova au kiwi, et du coup, je me suis dit, je ferais bien un sorbet à l'estragon. En plus, ça va faire vert, du coup, ça va être joli. On va avoir un espèce de dessert vert et blanc. Du coup, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que ce soit vraiment du vert et du blanc et tout ça. Donc, des fois, bien sûr qu'il y a l'esthétisme qui arrive aussi au début de la conception du dessert, tu vois. Mais ça doit rester secondaire, et vraiment la dégustation, pour moi, c'est le principal. Et je sais, là, c'est vraiment ma façon de faire et mon avis. Ça veut pas dire que c'est la bonne manière de faire, mais c'est la façon dont moi je vois les choses. Parce que voilà, c'est aujourd'hui, en plus, à l'ère d'Instagram, c'est clair. On a vraiment tendance à privilégier la pâtisserie instagrammable, la pâtisserie qui va rendre bien en photo et le truc, en pensant à ça avant de penser au goût, et moi ça me déprime. Mais ça, est-ce que c'est pas un peu plus le cas, tu vois, sur des pâtisseries plutôt boutiques, dans le sens où en boutique, ce qui te donne envie d'acheter un dessert, c'est aussi la manière dont tu vas le voir, tu vois, alors que quand t'es dans un restaurant, t'as la carte avec, en fait, on te décrit d'abord ce qu'il y a dedans, et tu sais pas du tout à quoi il va ressembler, et donc en fait, au moment où tu l'as dans ton assiette, tu t'attends surtout à des goûts et moins visuel. C'est vrai qu'on a plus de liberté. C'est cool si c'est joli, mais... Oui, on a plus de liberté là-dessus. Et aussi, je pense que tu dis ça parce qu'on a aussi l'habitude que à part quand tu vas manger, à partir du moment où tu vas manger vraiment dans des gastros, on n'a pas un gros travail sur les desserts. Non, tu vois. Donc c'est aussi parce qu'on est habitué à pas avoir un super dressage, encore une fois, à part quand tu vas chez les super chefs pâtissiers et tout ça, mais on n'est pas habitué à un super dressage dans l'assiette, et donc contrairement au fait que les pâtisseries, même des plus grands pâtissiers, sont quand même à des tarifs plutôt abordables. Tu vois, je veux dire... tu vas rarement dépasser 10 € pour une pâtisserie, alors que si tu vas manger dans un restaurant gastronomique, tu as tout de suite un budget à mettre. Donc il y a aussi cette habitude-là. Après, tu vois, nous, toutes les pâtisseries qu'on a en vitrine, que les gens mangent, on les dresse à l'assiette avec un sorbet, avec des fruits, et on fait un joli dressage pour accompagner, parce que vraiment, pour le coup, l'esthétisme, ça a une importance et un intérêt. Mais c'est juste que il faut pas le placer avant. Et effectivement, tu vois, l'œil est plus attiré dans la vitrine sur des choses qui sont peut-être un peu plus jolies, mais en tout cas, nous, on fait vraiment pas le sacrifice, on va dire, de faire un truc qui est super joli et qui va du coup partir en premier, mais qui va être un peu délaissé au niveau du goût. Je préfère pas le faire alors, tu vois. Est-ce que ça, tu le vois, par exemple, si des fois, je sais pas, tu te dis, tiens, j'ai une super idée de visuel, on va faire un truc trop joli. Est-ce que tu vois que c'est les desserts qui partent en premier, ou est-ce qu'en vrai, ça se vérifie pas du tout ? Ben ouais, tu vois, là, on a en ce moment, en vitrine, on a une fleur de brownie, donc on a le brownie qui est poché avec une ganache montée en forme de fleur. Et je vois que tout de suite, ça attire l'œil, tu vois, parce que, ben voilà, il y a un travail de pochage... qui est ce qu'il est, qui attire l'œil. C'est vrai que c'est joli, et voilà. Après, moi j'assume vraiment le fait d'avoir ce côté un peu rustique. C'est pas très dérangeant pour moi, tu vois. J'aime bien, il y a un peu de tout. Des fois, on fait des trucs qui sont plus pointus, plus sur de la précision, et des choses très un peu minimalistes, et puis très méticuleuses, et puis des fois c'est un peu plus rustique.
Tu vois, il n'y a pas de... Enfin, ouais, vraiment, moi, j'assume ça complètement. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, si c'est dans ton style et que c'est... Il y a une ligne directrice là-dessus, c'est vrai que, tu vois, les gens vont pas se dire « Ah, qu'est-ce que... » Ça va avec tout le reste, quoi. Ouais, exactement. Et après, tu vois, des fois, on peut avoir un dessert qui n'est pas ultra travaillé sur le point de l'esthétisme. Mais par contre, moi, j'attache une grande importance à avoir des belles quenelles, par exemple, de sorbet. Tu vois, pour moi, c'est super important, tu vois. En fait, peut-être que des fois, t'as pas 10 minutes de dressage par assiette, mais par contre, les choses, elles sont précises, elles sont bien faites. Les points à la poche, ils sont bien faits, tu vois. Et là, tu sens un professionnalisme derrière, c'est important. Oui, c'est ça. C'est ça qui est plus important. C'est quoi ton ingrédient préféré? Ton ingrédient chouchou, celui dont tu ne pourrais pas du tout te passer? Je dirais que c'est le fromage blanc. Parce qu'en fait, je trouve que ça fait un bon lien. Ça se travaille vraiment bien avec les fruits. Moi, j'adore faire les sorbets au fromage blanc et mettre des infusions d'herbes dedans. Donc vraiment, ça finit le dessert, je trouve. Sur une note de fraîcheur. C'est trop bien. Puis en plus, en Alsace, on fait du bon fromage blanc quand même. Donc voilà, tu peux faire les tartes au fromage blanc. Il y a pas mal de choses... Je sais que ça vend pas du rêve comme ça, c'est pas du chocolat ou de la noisette, mais franchement, moi, c'est un truc que j'adore travailler. Après, voilà, il y a la fleur de sel, c'est aussi quelque chose que j'affectionne beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses dont je pourrais pas me passer, je pense. Et après, il y a vraiment, pour le coup, il y a les herbes aromatiques dont j'aurais du mal à me passer, que j'adore, quoi. S'il y a une herbe aromatique que tu préfères, c'est laquelle? Je triche, j'en prends 2. J'adore la verveine et j'adore le thym citron. Avec quoi tu préfères les travailler? Quelle meilleure alliance verveine? Avec les fruits, vraiment les fruits d'été, tous les fruits, c'est top. Tu vois, tout ce qui est pêche, abricot, mirabelle, reine Claude, tout ça. Et puis les fruits rouges avec la verveine, c'est vraiment trop bon. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient qui te donne pas mal de fil à retordre? Potentiellement que t'aimes bien, mais qui est plus compliqué à appréhender. Pas forcément un ingrédient que t'aimes pas. Ouais, ou parce que comme dit, je t'avais dit le safran, que ça vraiment, je le fais pas par plaisir, quoi. Je l'utilise pas trop. Après, tu vois, la fève de tonka, je trouve que c'est... À un moment donné, j'avais une sous-chef qui s'appelle Saina qui adorait la fève de tonka, donc on en mettait pas mal. Je trouve que c'est... pas assez évident parce que des fois ça prend trop le dessus et c'est dommage. C'est assez clivant quand même. C'est assez clivant, donc c'est pas si évident, puis ça marche pas avec tout. Puis vraiment, je trouve que t'as des gens... C'est un peu comme la coriandre fraîche. Moi j'adore la coriandre, je trouve que ça marche bien avec plein de choses. En dessert, tu vois, je trouve que tu peux la mettre sur plein de trucs, mais il y a plein de gens tu vois, moi, j'adore faire des trucs avec des fruits, des figues séchées, des choses comme ça, des dattes séchées un peu à l'oriental et tout, à mettre du ras al hanout dedans et tout ça, à faire vraiment un truc très typé oriental, avec de la mélasse, avec de la fleur d'oranger et tout ça, et à mettre de la coriandre fraîche dedans. J'adore, mais c'est assez clivant. Et la fève de tonka, je trouve que c'est pareil, c'est assez clivant, tu vois. Après, t'as le mélange tonka chocolat, bon, t'as pas pris grand risque, mais si tu veux l'associer sur d'autres choses, c'est pas évident. Après, quand t'as de la bonne fève de tonka... Est-ce que t'as découvert une alliance que t'aimes bien pour le coup avec la fève de tonka? Avec la poire, après j'ai rien découvert, tu vois, c'est assez classique avec la poire, mais bon, ça fonctionne bien. Avec tout ce qui est fruits secs, donc les noix, noisettes, tout ça, ça fonctionne bien dans le praliné et tout. Mais moi, je trouve que, perso, avec tout ce qui est fruits rouges et tout, je trouve pas ça dingo. C'est vrai que là, comme ça, j'ai du mal à visualiser. C'est pas un truc qui m'excite de dingue, quoi. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien quand même faire des desserts, que tu trouves qu'on donne pas assez? Et peut-être un conseil que toi, t'aurais aimé recevoir quand t'as commencé? Alors, que j'aurais aimé recevoir, j'aurais aimé qu'on me dise un peu plus tôt que les pâtes, ça se cuit bien, quoi. Parce que, franchement, tu vois, des fois, t'as toujours peur de trop cuire tes fonds de tarte.
Et du coup, tu les cuis pas assez. Et en fait, après, tu mets tes fruits dedans et finalement, ta pâte, elle est pas assez cuite. Et putain, alors déjà, c'est pas bon. Et en plus, c'est pas digeste. Donc ça, j'aurais aimé pas avoir à me casser les dents plusieurs fois avant de comprendre qu'il fallait vraiment bien pré-cuire. Mais vraiment, une pré-cuisson, vraiment, tu vois, avoir une belle coloration avant d'utiliser ton fond de tarte, quoi. En fait, ta tarte, elle cuit jamais trop. Après, il y a des choses... après, il y a... tu vois, à quelqu'un qui, pour le coup, n'est pas du métier, je lui conseillerais vraiment pour tout ce qui est... pour tout le travail des fruits, en fait, de ne pas avoir peur que le fruit soit un peu trop mûr, parce que quand il est trop mûr, on en fait de la confiture, on en fait des compotes, on en fait plein de choses. En fait, de pas avoir le réflexe de jeter, mais d'avoir le réflexe de vraiment garder tout, tu vois, même les épluchures. Enfin, tu vois, les épluchures de pommes, tu peux les mettre avec de l'eau, en faire des citronnades et tout, des choses comme ça. Enfin, tu vois, d'avoir le réflexe, en fait, de garder, si on a un peu d'espace, de mettre les choses au congèle. Et voilà, et d'en faire un jour une compote quand on a le temps, ou n'importe quoi, mais voilà, de pas gâcher. Et ensuite... le conseil que j'aime bien, c'est de dire que voilà, faut pas avoir peur d'utiliser des herbes fraîches, encore une fois, des choses comme ça pour casser le côté sucré, ramener de la fraîcheur. Ouais. Oui. Plutôt fraîche, mais voilà. Puis après, faut se faire confiance, mais il faut goûter, quoi. Franchement, on a vraiment ce réflexe en cuisine de tout goûter qu'on fait pas spécialement en pâtisserie. C'est pas possible de faire des trucs quand on connaît pas le goût des produits, quoi. Ça marche pas. Hein. Il y a un truc qui colle pas, tu vois, dans l'histoire. Merci pour ce conseil. Il y a un non-sens de base. Il faut le rappeler quand même. Non, c'est vrai. C'est vrai que je trouve que ça, c'est quelque chose, comme tu dis, c'est beaucoup plus dans la cuisine. T'as ce geste de tout goûter pour mieux assaisonner tout, qu'on n'a pas du tout en pâtisserie. Oui. Et moi, je te dis, avant de commencer ce podcast, vraiment, le concept d'assaisonnement d'un dessert, c'était complètement étranger. Ouais, alors que franchement, tu le fais avec plein de choses, comme dit. Tu peux, comme dit, tu peux mettre des herbes. Nous, en plus, à Paris, il y a plein de trucs, enfin, tu vois, t'as l'impression que t'es dans une ville et tout, mais en vrai, il y a plein de trucs. Tu vois, il y a des figuiers à côté de chez moi. Moi, je prends les feuilles de figuier, tu fais des huiles à la feuille de figuier ou des infusions à la feuille de figuier, t'as sésame et fruits avec ça, c'est trop bon. Il y a plein de sureaux au but de Chaumont. Bon, je dis ça, mais moi, je les utilise, donc si on peut éviter d'aller les piquer pour me les laisser. Il y a des fleurs de sureau, il y a de la tagette juste en face du café que je pique aussi des fois, tu vois. T'as plein de trucs que tu peux utiliser pour assaisonner, c'est trop bien. Et les feuilles de figuier, c'est vraiment terrible. Ça, mais tu les fais comment ? Tu les fais revenir Non, tu les fais vraiment en infusion, soit dans un sirop, soit dans une huile. Ou alors, par exemple, on les fait dans des glaces. C'est super bon. C'est hyper frais, ça a vraiment un goût particulier. J'ai jamais goûté, je testerai cet été. Bon, par contre, évidemment, tu les laves bien quand tu les piques dans les jardins, parce que... Oui, ça va de soi. Surtout à Paris. Oui. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais une saveur, tu serais laquelle ? J'espère dire que je serais sucrée, quand même. Douce, sucrée, j'espère qu'on peut dire que je serais une saveur sucrée. Hein. Peut-être, qu'est-ce que je pourrais être ? Peut-être une petite Mirabelle, hein, du coup. Ouais. Est-ce qu'il y a un dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais aimé avoir créé ? Dans le sens où, quand tu l'as vu, tu t'es dit « Ah, ça, c'est une méga idée, j'aurais bien aimé avoir la même, tu vois. » Là, tu me prends un peu de cours, mais... tu me prends de cours. Non, tu me prends pas de cours. Mais moi, je suis le travail de Claire Heidler depuis que j'ai 13 ans, donc tu vois, depuis longtemps. Et donc tout ce qu'elle a fait, j'aurais aimé l'avoir fait. Non, je rigole. Non, mais voilà, du coup, il y a pas mal de desserts qu'elle a fait dont je me suis pas mal inspirée, sans honte à le dire, hein, parce que de toute façon, on n'est pas des génies, hein, donc à un moment donné, tu vois, ces histoires... Le truc ne tombe pas du ciel comme ça, on s'inspire toujours de ce qu'on voit chez les autres, chez les uns, des voyages, tu vois, des restos dans lesquels on va manger quand on est en vacances et qu'il y a des nouvelles saveurs qu'on ne connaît pas. Voilà, donc
Il y a pas mal de desserts qu'elle a fait, tu vois, des choses à la cerise, à la fraise des bois, des choses comme ça que j'aurais bien. Enfin, elle a une conception, elle est pour le coup très, très esthétique et très structurée dans l'esthétisme, je trouve. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraîcheur dans ces desserts. Et ça me plaît beaucoup. Après, il y a, tu vois, Michele, mon mari, c'est lui qui m'a appris à faire les capres en dessert. Okay. Ça, moi, j'aurais bien voulu avoir l'idée avant lui. Et c'est lui qui m'a appris à faire ça, à faire des capres confites, tu vois. Donc, en fait, tu dessales les capres. En les laissant sous l'eau froide. Tu laisses l'eau froide un peu couler pour bien dessaler. Ensuite, tu fais un sirop. Tu fais cuire tes capres dans le sirop vraiment à tout doux frémissement. Je sais pas, on va dire une vingtaine de minutes. Ouais. Ensuite, tu les égouttes. Tu mets tes capres à sécher à 80 degrés à peu près au four pour concentrer les saveurs. Okay. Et une fois qu'elles sont séchées, tu les remets dans ton sirop froid pour qu'elles ne soient pas séchées justement, mais un peu moelleuses. Et tu as ce côté, tu as le goût de la capre avec le côté un peu salin. Qui marche trop bien sur plein de desserts, qui marche super bien avec le chocolat, qui marche super bien avec le citron, avec la figue et tout, avec l'amande. Et ça, j'aurais bien voulu avoir l'idée avant lui. Mais t'achètes des capres comment qu'on retrouve Moi, je travaille avec un fournisseur de produits italien. Okay. Donc, c'est des capres d'Italie qui sont sous le sel, sous gros sel. Okay. Enfin, sous sel, fleur de sel. Et je les mets à dessaler comme ça. Mais ça se trouve dans toutes les épiceries italiennes, des capres comme ça. Oui, c'est pas des capres en bocaux au vinaigre. C'est des capres sous sel comme ça. Ok. Ça m'intrigue aussi. Ouais, ça, j'aurais bien voulu avoir l'idée avant. Non, mais je pense qu'il y a plein de choses où je me suis dit, punaise, quelle bonne idée. Ah oui, il y a 2-3 ans, j'avais mangé une panna cotta à la noisette avec de l'huile d'olive dessus. Vraiment, c'est délicieux, je vais le refaire. J'ai pas fait la même chose du coup, mais j'ai fait un sorbet à l'huile d'olive avec un cake à la noisette et à la fleur de sel, et j'ai vraiment sans vergogne piqué l'idée du mec où j'avais mangé le dessert la semaine d'avant sans problème quoi. Mais comme tu dis, après on s'inspire toujours de ce qu'on a mangé avant. Bah oui, puis à un moment donné, tu vois, la noisette elle est pas arrivée il y a 5 ans, l'huile d'olive non plus, donc faut pas. Tu vois, je sais plus qui c'est qui avait dit, il y avait un grand chef qui avait dit. Mais tu vois, en fin de carrière, il avait dit, j'avais créé et j'avais mis dans un livre, j'avais créé une recette autour du fenouil et je sais plus quoi, pas mal d'ingrédients un peu qui vont pas trop ensemble, d'une recette pour une nana, tout ça. Donc j'avais créé cette recette en me disant, voilà, incroyable, j'ai eu l'idée de cette recette et tout ça. Et il disait que des années après, il était tombé sur un bouquin. Un vieux bouquin de cuisine où il y avait exactement la même recette dedans, et là à la fin de sa carrière il s'était rendu compte qu'en fait personne n'inventait jamais rien. Et c'est vrai, tu vois. Oui, c'est clair, c'est vrai, il y a personne qui invente rien. On a des bonnes idées, et des fois moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des idées et après de les voir ailleurs et je me dis fais chier, tu vois, t'as envie d'un peu avoir le monopole quand t'as l'idée, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Je veux dire, nous, tu vois, notre brioche au gianduja, fourré au gianduja, on le fait depuis l'ouverture du café. J'avais eu cette idée parce que j'adore le gianduja, et je m'étais dit, tiens, si on coule du gianduja, qu'on le bloque et qu'on boule notre brioche autour, ça devrait bien le faire. Et après, quand j'ai vu que Lignac, il avait ouvert son truc après, mais il a fait des brioches au gianduja après. Mais évidemment, comme il est 10 millions de fois plus connu que moi, tout le monde m'a dit que je lui avais piqué l'idée. Bon, j'avais les boules, je vais pas te mentir, tu vois, j'avais un peu les boules. Mais c'est pas grave, tu vois, on est fait un peu, tu vois, tout le monde quand tu parles de Cédric Gollet, tout le monde va te dire celui qui a inventé les fruits. Moi, j'ai bossé avec un super chef pâtissier qui faisait des fruits en trompe-l'œil bien avant Cédric Gollet, tu vois, qui faisait un citron, qui avait fait un moule en gélatine, qu'il avait moulé autour d'un citron et qu'il avait fait un citron et tout ça machin. Bon, voilà. Donc
Personne n'invente rien. Après, il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien, il y en a qui le font mieux que les autres. Il y en a qui ont aussi des super idées qu'on n'avait pas pensé avant. Ouais. Ou tu as des produits que tu trouvais pas forcement avant. Tu vois, tu as aussi des producteurs qui font des... tu vois, qui vont faire... tu vois, par exemple, le line quote qu'on ne trouvait pas avant. Donc voilà, t'as toutes ces choses-là qui évoluent, bien sûr. Mais... franchement, très honnêtement, le mec qui pense qu'il a inventé la recette de A à Z, c'est qu'il a un melon un peu trop gros, quoi. Si la semaine prochaine, tu dois créer une pâtisserie qui évoque l'Alsace, tu fais quoi ? Oh ben, je fais du fromage blanc. Et je fais soit un truc avec des... Mais la semaine prochaine, tu veux dire des... Non, parce que j'allais te dire, sinon les saisons, ça va être... Bah écoute, si je veux vraiment faire... Tu voudrais dire, par exemple, un dessert hommage à l'Alsace ? Ouais, c'est ça. Tu me prends de court, mais disons que je ferais un Kuglöpf, en fait, où je le taille... un peu en tranches, un peu épaisse, mais je garde pas forcément la forme du Kuglöpf parce que ça va pas être hyper pratique et hyper joli à dresser, donc peut-être je l'emporte-pièce, tu vois, et je le fais un peu grillé au beurre, quoi. Je fais un sorbet au fromage blanc et à la cannelle, je fais une compote de quetch aux épices. Et avec les chutes du Kuglöpf, je fais un petit espuma à la brioche. Enfin, au Kuglöpf, quoi, du coup. Et puis après, pour mamie Yvette, je mets une petite touche de schnapps. Pour ne pas me faire insulter quand je rentre en Alsace. Je mets une petite... si, franchement, je mets une petite touche de schnapps dans le sorbet. Voilà. Dans le sorbet, une petite touche d'eau de vie de quetch, tu vois. Parfait. Et voilà. Et là, je pense qu'on a tous les éléments, un peu de croquant, un peu de chaud, un peu de froid. C'est trop sympa aussi. C'est quand même, tu vois, c'est ce qu'on peut faire dans les desserts à l'assiette qu'on n'a pas en pâtisserie. C'est le chaud-froid, quoi. C'est quand même, ça participe aussi à la longueur en bouche. Et la brioche perdue avec un sorbet. Et tu vois, ça c'est quand même les petits plaisirs simples de la vie, dirons-nous. Et est-ce qu'il y a un autre pâtissier ou une autre pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à 4 mains qui aurait des saveurs inattendues ? Autre que Claire Heidler ? Ouais. Claire Heidler, je rigole. Avec qui je voudrais créer un dessert à 4 mains ? Bah moi je connais pas tout le monde, hein. Oui, mais non. Tu vois... Dans tes rêves les plus fous, pas avec une personne que tu connais. Pas avec des personnes que tu connais, mais... C'est pas... Alors, tu vois, il y a la nouvelle chef pâtissière du Plaza Athénée qui s'appelle Elisabeth. Elle vient d'Alsace. Donc, tu vois... Obligée. Ça me plairait bien. Après, non, mais moi, ce qui me plairait bien, c'est Claire Heidler. Tu sais, c'est la nana qui ne lâche rien. Non, c'est vraiment de le faire pour le coup avec un chef pâtissier qui viendrait tu vois, qui serait soit italien ou d'Amérique du Sud, qui travaille vraiment d'une manière, mais pas forcément un chef pâtissier, du coup peut-être un chef de cuisine aussi, mais qui travaille des produits que je connais pas forcément ou une manière de travailler que je n'ai pas. C'est pour là apprendre, quoi. Parce que tu vois, pour effectivement en tirer quelque chose et apprendre vraiment peut-être des nouvelles saveurs ou des nouvelles techniques. Parce que tu sais, moi j'ai ouvert le café à 22 ans. Donc des fois j'ai quand même cette frustration de me dire j'aurais pu travailler certainement avec d'autres personnes et j'en ai pas spécialement l'occasion, tu vois. Et voilà, après c'était un choix, hein, personne n'a mis le couteau sous la gorge et voilà, moi j'avais envie d'ouvrir jeune, j'ai eu des expériences qui ont fait que j'avais plus foi de travailler avec d'autres personnes, mais c'est un peu le regret que j'ai des fois, c'est de ne pas avoir travaillé avec 50 personnes différentes dans ma vie et du coup... Et tu peux faire des collaborations ? Ouais, bah oui, complètement. Mais du coup, c'est vrai que il y a certainement plein de pâtissiers avec qui ce serait hyper intéressant de collaborer.
Et c'est vrai que je suis toujours plus attirée par le travail par les femmes, mais parce que... Oui. Mais aussi, c'est aussi pour une histoire d'ego. C'est qu'en général, si tu fais une collaboration avec un mec, il va prendre le dessus. Voilà. Oui. C'est clivant ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Alors. Ah, c'est vrai, puis un peu dans tous les secteurs, c'est compliqué. Oui, voilà, donc juste pour le plaisir aussi des femmes qui sont pas toujours hyper mises en avant, ça me ferait plus plaisir de collaborer avec une femme. Après, c'est pas obligatoire, mais... Je suis d'accord. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Ok. C'est plutôt vanille au chocolat. Cornélien. Vanille gousse. Quoi, la vraie vanille. Non, brownie au chocolat. Brownie au chocolat, ouais. Plutôt tarte ou dessert à l'assiette? Dessert à l'assiette. Herbe aromatique ou épices? Herbe aromatique. Même si j'adore les épices, mais herbe aromatique, ouais. Paris-Brest ou Saint-Honoré? Paris-Brest. Et enfin, Mirabelle ou Quetch? Oh non. J'ai gardé la plus dure pour la fin. Ça. Oh punaise. J'étais obligée. Alors, je vais répondre Mirabelle pour une raison, c'est que c'est plus facile à travailler cru et cuit, alors que la quetch crue, ça n'a pas énormément d'intérêt et ça débloque vraiment tout quand c'est cuit. Mais franchement, elle était dure celle-ci. Tu m'as pris en traître là. Je l'ai fait exprès. Merci beaucoup Marion pour ton temps. Merci à toi Léa. J'aime bien demander à mes invités un défi à nous lancer, à moi et tous les auditeurs et auditrices qui aimeraient le refaire, un petit défi pâtissier en lien avec l'épisode, soit un dessert à refaire, un ingrédient à goûter, n'importe quoi. Quel est ton défi? Le défi, ça va être de trouver... de cueillir en fait une herbe ou un truc. Donc si vous êtes à Paris, allez au Bicheron. C'est le petit conseil. Ou ailleurs, mais en tout cas tu vois, pendant le premier confinement, j'étais chez mes parents. Ils avaient de la mélisse qui a poussé dans le jardin de manière un peu inopinée. Donc voilà, laissez-vous porter par ce qui vous inspire. Faites-en une infusion et quand c'est refroidi, vous assaisonnez les fruits de la saison que vous avez envie. En fait, vous faites une salade de fruits, sauf que vous l'assaisonnez avec ce que vous avez cueilli. Voilà, c'est le petit défi. J'espère que tu vas le faire, Léa. Je vais le faire, promis. Ok. C'est pas le défi le plus facile, hein, parce que t'as pas le droit d'aller l'acheter ton romarin. Si t'en veux, faut que tu le cueilles. Ça va, j'habite à la campagne, donc. Trop bien. Il y a je peux cueillir plein de choses dans le jardin. Trop bien. Va sur de l'inattendu alors. Ok. Je vais essayer. J'ai la pression. Après, tu vois, c'est pas technique. C'est plus. Oui, c'est clair. Non, ça permet de découvrir des nouvelles saveurs, une nouvelle manière de travailler les choses. Et enfin, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter? J'ai beaucoup de personnes qui viennent pour des reconversions. J'ai beaucoup de stagiaires en reconversion et tout ça. Et la plupart du temps, ils me disent qu'ils ont mis du temps à se décider à faire une reconversion. Notre métier, c'est un métier qui exige beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. On travaille les week-ends, on travaille des fois le soir ou tôt le matin. On est debout physiquement et tout ça. Mais franchement, c'est tellement épanouissant. Travailler avec ses mains et produire avec ses mains, c'est quelque chose de tellement épanouissant que le mot de la fin, ça serait si on est intimement persuadé que c'est un métier qu'on a envie de faire et qu'on est prêt à se donner à 100% dans ce métier, il faut se lancer. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi, Léa. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!